accepté l'invitation et d'être présent. Je remercie M. Mansour Boukri, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la Tunisie, d'être venu. Merci, Monsieur le ministre. Je remercie M. Mamadou Niang, professeur, président de ITECOM et président d'honneur de la conférence des établissements privés du Sénégal. M. Richard Lee Hua, professeur et président de Light Innovation College, Cambridge. M. Slaheddine Halara, professeur universitaire et président de l'IHE. Madame Hubeb Rajmi, directrice générale de l'Université centrale, et Madame Fatou Sherazade Ouattara, maître de conférence aussi, directrice de la valorisation et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur de la République de Côte d'Ivoire, et Monsieur Laurent Kazadi, entrepreneur, chef de projet, qui nous vient de la République démocratique du Congo. Merci à tous. Je ne vais pas parler de crise, je vais juste poser le contexte de notre conversation et laisser la parole très rapidement à mes speakers. Le continent africain connaît une contrainte démographique très importante, avec 60% de sa population âgée de moins de 24 ans et un nombre d'étudiants qui devrait doubler d'ici 2030 pour atteindre 22 millions d'étudiants. Évidemment, la capacité d'accueil actuelle ne sera pas suffisante pour absorber cette demande. Il est donc absolument nécessaire pour les pays africains non seulement de développer la capacité à former les compétences, mais également à savoir les retenir. Pour, un, concrétiser le développement économique de l'Afrique, et deux, pour garder la souveraineté des pays africains. C'est dire l'enjeu et son importance. La Tunisie a certainement un rôle important à jouer dans ce développement. Les universités tunisiennes forment déjà des ingénieurs, des médecins, des informaticiens de renommée mondiale. La Tunisie a également été le premier pays à accueillir des étudiants subsahariens depuis 1960. Aujourd'hui, la Tunisie accueille 7300 étudiants africains. Monsieur le ministre, c'est à vous que je donne la parole. Quel est le positionnement de l'enseignement supérieur tunisien et de la recherche à l'échelle africaine et internationale? Et une autre question non moins importante, quelle est la politique de la Tunisie concernant l'accueil des étudiants africains et le développement, le déploiement en Afrique? Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous nos invités, remercier bien évidemment les organisateurs. Vous m'entendez comme ça mieux? Très bien. Bon, c'est la limite humaine, hein, donc bien, je recommence. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous nos invités, remercier vivement les organisateurs, bien évidemment, de cet événement, et je ne peux pas m'empêcher aussi de souligner la pertinence du choix, bien évidemment, de cette table ronde. En réponse à ces deux questions très pertinentes et très intéressantes, bien évidemment, j'ai 15 minutes, c'est ça? Bien, donc je vais essayer de respecter le temps. Donc si vous permettez, avant tout, j'aimerais donner quelques chiffres et quelques informations pour situer un peu le contexte. La Tunisie consacre en tout cas pour cette année-là et l'année dernière, c'est à peu près le même pourcentage, 5,4% du budget de l'État pour le secteur de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Comme vous savez, nous avons 12 universités publiques, dont une
université virtuelle et nous avons une direction générale des études technologiques puisqu'on a un réseau de 25 ISET. Bien évidemment, nous sommes le ministère de l'enseignement supérieur en général, c'est-à-dire public et privé. Donc nous ne faisons pas la différence, c'est bien évidemment l'enseignement supérieur en Tunisie. Alors, nous disposons actuellement de 212 établissements universitaires, plus 2 nouveaux-nés donc cette année-là qui vont démarrer à la rentrée. Alors pour la recherche scientifique, bon, je peux souligner aussi un chiffre très important en termes du genre. Actuellement, nous avons environ 65% d'étudiantes. Donc c'est le nombre d'étudiantes qui dépasse largement, bien évidemment, le nombre d'étudiants et c'est à l'honneur, bien évidemment, de la Tunisie. Alors pour la recherche scientifique, nous disposons de 561 structures de soutien sous forme de laboratoires et d'unités de recherche, bien sûr réparties sur tous les territoires. Ce qui est important, bien évidemment, ces structures, il y a une partie de ces structures qui sont en co-tutelle avec d'autres départements ministériels. Et c'est ça l'importance de notre système, c'est-à-dire il y a bien sûr une synergie entre les différents départements, bien évidemment. Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a élaboré sa vision et sa stratégie autour de gestion par objectif. Donc, le but, c'est notre gestion par objectif. Et bien évidemment, ça se décline en 4 programmes. Donc, on a un programme de l'enseignement supérieur, un programme de la recherche scientifique, un programme des œuvres universitaires, parce que l'étudiant est au centre, bien évidemment, d'intérêt, c'est le centre d'intérêt, et finalement, le programme de pilotage et d'appui. Donc, la Tunisie, bien évidemment, a été l'un, je dirais, des rares pays depuis son indépendance qui a misé sur l'enseignement, sur l'éducation. Et donc, c'est une stratégie qui a payé aujourd'hui. Et bien évidemment, ça sera toujours la ligne directrice, bien évidemment, de notre pays. Comme vous le savez, l'enseignement en Tunisie, vraiment, est un ascenseur social. Donc, c'est vraiment un ascenseur social par excellence. Bien sûr, le temps ne le permet pas pour vous donner un peu les chiffres, bien sûr, des bourses et des soutiens que l'État offre à ses étudiants. Alors, pour consacrer un peu, l'essentiel de mon temps à vos 2 questions, donc sur le plan international, bien évidemment, notre premier, intérêt, c'est notre continent, c'est l'Afrique. Donc, nous disposons de collaboration avec plusieurs pays, je dirais pratiquement avec la quasi-totalité des pays africains. Donc, nous avons des conventions de partenariat avec les pays africains. Ces conventions de partenariat, bien sûr, ça se situe à 2 niveaux. Le premier niveau sont des accords bilatéraux où, bien sûr, la Tunisie offre des bourses aux ressortissants, bien sûr, de ces pays-là. Et c'est une mesure de réciprocité. Et en plus, bien sûr, la Tunisie offre des places, bien évidemment, pour les étudiants des différents pays. Alors, maintenant, quel est notre objectif principal, bien évidemment? Nous espérons que la Tunisie soit une plateforme, justement, de l'enseignement supérieur en Afrique, avec, bien évidemment, une synergie très, très forte avec tous les pays. Nous avons de très, très bonnes relations, bien évidemment, avec tous les pays. Alors, l'avantage de notre système, c'est que, comme vous le savez, les étudiants tunisiens, généralement, maîtrisent 3 langues, ce qui facilite, bien évidemment, leur intégration, si je parle mobilité.
Donc la mobilité, bien évidemment, c'est une composante fondamentale pour nous. Donc que ce soit à l'échelle internationale au sens large, donc avec l'Europe, c'est dans le cadre du programme Erasmus+. Donc la Tunisie, bien sûr, envoie des étudiants dans les pays européens et au même moment, la Tunisie reçoit des étudiants européens, bien évidemment, dans les établissements universitaires tunisiens. Mais aussi, je viens de le dire, bien sûr, de le souligner, pardon, nous avons des accords bilatéraux où, bien sûr, la Tunisie reçoit chaque année un nombre d'étudiants des pays africains et vous avez rappelé le chiffre. Alors, le chiffre, il est extrêmement faible pour nous, pour le moment, parce que si on regarde, par exemple, pour l'enseignement dans le secteur public, c'est autour de 3%. C'est très, très faible. Même pour le secteur privé aussi, c'est pas encore important. Donc, ça veut dire qu'on doit faire des efforts supplémentaires, justement, pour que la Tunisie soit un hub pour les étudiants, bien sûr, africains. Alors, je peux citer aussi quelques actions de coopération fondamentales, ou plutôt phares. Donc, la Tunisie offre son assistance professionnelle dans les domaines scientifiques et pédagogiques à de nombreux pays africains. Je vais citer quelques exemples. Donc, depuis 2018, on a un centre qui a été établi en Mauritanie. Justement, c'est pour les classes préparatoires. C'est, l'élite des élèves qui obtiennent leur bac, qui font les classes préparatoires pour accéder aux écoles d'ingénieurs. Et donc, ce centre-là, qui est en Mauritanie, bien évidemment, passe les concours nationaux tunisiens. Donc, d'ailleurs, les concours démarreront le 1er juin et peuvent, bien sûr, intégrer les écoles d'ingénieurs tunisiennes, comme les écoles d'ingénieurs, bien sûr, dans leur pays. Notre concours national est reconnu à l'échelle internationale, donc ils peuvent aussi être admis dans d'autres pays. Donc, un appui aussi a été fourni au Mali dans le domaine de la formation des formateurs, du Burkina Faso dans le domaine de la gouvernance des parcs scientifiques et technologiques, au Tchad dans la formation médicale, à la Mauritanie pour la structuration du système de recherche scientifique. Donc, la faculté de médecine de Djibouti a été mise en place grâce à des compétences tunisiennes. Donc, ce sont quelques exemples. Bien sûr, nous aspirons à plus. Ce n'est pas suffisant. Alors, pour les inscriptions, bien évidemment, des étudiants internationaux, donc, nous travaillons sur un projet de création d'une agence, justement, pour bien recevoir ces étudiants-là, parce qu'il faut qu'il y ait une structure pour les accueillir dans les bonnes conditions, pour faire le suivi et ainsi de suite. Donc j'espère que très bientôt, nous arrivons à créer cette entité-là qui sera bien évidemment certainement très utile pour accueillir les étudiants africains et internationaux d'une manière générale. Il est vrai qu'en termes d'étudiants internationaux, la quasi-majorité de ces étudiants nous viennent de l'Afrique. Maintenant, je ne peux pas ne pas dire un mot sur la recherche scientifique, puisque c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je ne vais pas, bien sûr, le temps ne le permet pas, pour étaler un peu les réalisations de la Tunisie dans ce domaine-là. Je dirais tout simplement que la Tunisie est très très bien classée en termes de production scientifique. Dans certaines disciplines, on est 5e, on est 2e, on est 18e à l'échelle mondiale. Donc ce sont des résultats extrêmement importants. Bien évidemment, à côté de ça, nous venons d'avoir encore une reconnaissance à l'échelle internationale, puisque j'ai eu l'honneur, au nom de la Tunisie, de signer l'accord d'association de la Tunisie au programme cadre européen Horizon Europe,
2021-2027. La signature a eu lieu le 29 mars. C'est le plus grand programme de recherche et d'innovation qui n'a jamais été, bien sûr, lancé à l'échelle mondiale. Et la Tunisie est un pays associé. Donc, nous étions en 2014-2021 pour l'horizon 2020. Nous étions le seul pays africain à avoir ce statut-là. Et nous sommes de nouveau un pays associé 2021-2027 pour dire que c'est une reconnaissance à l'échelle internationale, bien évidemment. Juste, j'ouvre une parenthèse pour dire pour H2020, horizon 2020, parce que ce qui est important, bien évidemment, c'est le nombre de projets financés. Donc, la Tunisie, en termes de nombre de projets, bien évidemment, qui ont eu un financement, le nombre de projets dépasse, il est au-dessus de la moyenne en Europe. Donc, pour dire que nos laboratoires, nos chercheurs, bien sûr, ils ont excellé. Donc, Horizon Europe, il vient de démarrer. Et déjà, nous avons 3 projets où la Tunisie est un partenaire, ont été acceptés, dont un projet où le laboratoire est porteur de projet, avec un financement d'1 million d'euros. Donc, pourquoi ? Parce que je parle de la recherche scientifique, justement, c'est le maillon faible avec nos échanges avec les pays africains. Donc, nous avons de très, je dirais, des projets très intéressants avec les pays du Maghreb en termes de financement de projets conjoints. Donc, maintenant, depuis des années, on lance sans des fonds compétitifs, hein, donc c'est pas, on ne donne pas de l'argent comme ça. Et bien sûr, c'est un cofinancement, par exemple, entre la Tunisie et le Maroc, entre la Tunisie et l'Algérie, entre la Tunisie et l'Égypte. Et récemment, j'ai signé une convention avec la Corée du Sud aussi. C'est sur le même principe, ce sont des projets cofinancés. Donc nous espérons que nous ferons de même avec les autres pays africains parce que l'avenir de l'Afrique se trouve dans la recherche et l'innovation. Parce que la recherche scientifique, si on veut avoir un développement, si on veut se mettre au diapason de ce qui se passe à l'échelle mondiale, il n'y a pas une autre alternative pour notre pays que de mettre, excusez-moi le terme, le paquet sur la recherche scientifique et l'innovation. D'autant plus que nous avons, quand je dis nous, je parle de l'Afrique, les compétences et les moyens humains nécessaires pour y parvenir. Donc, qu'est-ce qui bloque ? Il faut le débloquer quelque part. En tout cas, de notre côté, nous travaillons ardemment sur ce projet-là, sur ce sujet-là. J'arrive à la fin, c'est ça ? Bon, avant de conclure, donc, je vais juste lancer aussi un appel pour tous nos invités, tous les présents et tous les absents qui vont avoir, bien sûr, les outputs. C'est que essayez de vous rapprocher de l'université d'une manière générale parce que l'université vous offre plusieurs solutions. Je parle aux industriels, aux entreprises. Bien évidemment, vous allez être bien servis et nous travaillons ensemble, bien évidemment, comme on dit, win-win, gagnant-gagnant. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de votre courtoisie, d'avoir respecté le temps. C'est rare. Je voulais parler on va parler de plusieurs problématiques. La prochaine problématique à laquelle j'aimerais qu'on s'intéresse, c'est que l'Afrique a longtemps été un exportateur de main-d'œuvre non qualifiée. La problématique a complètement changé et maintenant l'Afrique connaît une fuite des cerveaux vers les pays occidentaux, surtout à la recherche de formation, de qualité et de renommée. Un grand nombre d'étudiants qui partent choisissent de ne pas revenir ou de revenir à leur pays d'origine longtemps plus tard. Évidemment, c'est une perte pour l'Afrique et c'est paradoxal aussi puisque l'Afrique est le marché de travail de demain. Madame Ouattara,
je vous donne la parole. Comment pensez-vous qu'il soit possible de retenir cette force productive en Afrique? Comment inciter les étudiantes et les étudiants africains de rester sur le continent? Merci, Madame Mariem. Merci de passer la parole. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je parlerai au nom de la Côte d'Ivoire et puis présenter aussi l'exemple que nous utilisons en Côte d'Ivoire, l'expérience de la Côte d'Ivoire. Donc, pour retenir tous ces cerveaux, tous ces Africains qui partent pour des études, parce qu'ils vont pour la formation, à la recherche de la formation. Pourquoi dans nos pays, ils ne restent pas pour terminer les études? Pourquoi ils ne restent pas pour travailler? Et quand bien même qu'on essaie de leur donner des bourses, qu'ils partent et qu'ils finissent leurs études, ils préfèrent rester. Le problème qui s'est posé en Côte d'Ivoire est le problème d'infrastructure. Le problème d'infrastructure surtout est l'équipement des différents laboratoires de travail. Quand on parle de travail, il faudrait qu'on ait tout le plateau technique qu'il faut. Et qu'est-ce qui se passe pour nos chercheurs africains, pour nos cadres africains, surtout ivoiriens? Il faut qu'ils partent à partir de la L3, c'est-à-dire la licence 3. Vous avez le master que vous devez faire, vous rentrez tout de suite dans le domaine de la recherche. Est-ce que les plateaux techniques sont fournis? Non. Nous sommes à la recherche de bourses. La bourse, l'étudiant peut partir avec ses propres moyens, les moyens des parents. Les parents peuvent financer les études. Et quand les parents financent les études, c'est difficile aussi que l'étudiant revienne au niveau du pays pour vraiment servir le pays, pour développer son pays. Donc, qu'est-ce que l'État fait? L'État essaie d'encourager ces étudiants-là en leur octroyant des bourses d'études à l'extérieur. Et avec ces bourses d'études à l'extérieur, quand ils vont, il n'y a pas le suivi. Un suivi, quand je parle de suivi, c'est-à-dire quand ils s'en vont pour étudier, parce que le plateau technique n'est pas conforme, ils vont pour travailler et revenir. Et quand ils y aillent, il faut qu'ils reviennent. Et quand ils viennent travailler, le marché de l'emploi aussi, c'est difficile. On s'est dit qu'on a fait des études, de longues études, la rémunération n'est pas ce qu'il faut. Donc autant rester là où on est parti pour étudier, et comme ça on a une bonne rémunération. On peut quand même aider au développement du pays en étant loin. Souvent ce n'est pas le cas. Donc il faut que l'État essaie de suivre ces étudiants. Quand nous payons vos études, vous avez des bourses d'études. Donc c'est peut-être un contrat qu'il faut signer. C'est ce que au niveau de la Côte d'Ivoire on essaie de faire maintenant. Il faut signer un contrat parce qu'avant d'avoir la bourse, avant de vous donner la bourse, il faudrait que vous dites que vous allez revenir pour servir au pays, pour servir la nation, pour développer le pays. Donc le contrat est signé. Et maintenant on se rend compte qu'avec ces différents contrats, ça s'améliore un peu. L'afflux des cerveaux essaie de diminuer un peu. Diminuer un peu parce que ce n'est pas tous les étudiants là, qui partent qui sont financés par l'État. Il y a les parents qui financent les études. Donc quand c'est financé de façon privée aussi, quand la personne finit, elle préfère servir où il y a le mieux offrant. Le mieux offrant, c'est à l'extérieur. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour retenir au niveau de nos fuites des cerveaux, les cerveaux qui partent. Et aussi le problème, c'est que au niveau scientifique, la recherche chez nous, elle est méconnue, elle est moins financée aussi. Quand le financement, on parle d'enseignement supérieur et recherche scientifique, quand les deux sont liés, on se préoccupe plus à l'enseignement qu'à la recherche. Donc la recherche est moins financée. Et ce financement-là, où on peut l'avoir? C'est encore le chercheur qui doit élaborer des projets, écrire des projets, construire un partenariat, et ce partenariat, ce sont vraiment à l'extérieur, ce partenariat pour pouvoir financer les projets. Et quand nous travaillons aussi dans un partenariat, la plupart du temps, le bailleur de fonds, celui qui finance le projet, tu travailles pour ses objectifs. Tu ne travailles pas pour les objectifs de ton pays. Donc quand tu finis, tu as un résultat qui sert à une autre nation que toi-même, où tu es, tu n'arrives pas à développer, tu n'arrives pas à mettre en œuvre
ces différents projets-là. Donc c'est des choses qu'il faut voir. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, comme on essaie de faire, on a initié une plateforme virtuelle, c'est-à-dire un marché virtuel, où le chercheur, c'est un écosystème qu'on essaie de former, écosystème, recherche, inventeur, innovateur, et aussi la communauté, surtout la communauté à laquelle les fruits de la recherche doivent profiter. C'est là, c'est au niveau de la communauté qu'on voit l'impact de la recherche. Et cette communauté ne sait pas trop ce qui se passe au niveau de la recherche. Elle est toujours en demande des innovations. Et en demande des innovations où, vers qui se diriger, c'est toujours l'extérieur. Donc maintenant, pour essayer de briser ce fossé-là, on essaie d'établir un pont entre la science et puis les producteurs, c'est-à-dire la communauté. Ou la communauté qui va présenter ses besoins en recherche, et au niveau de la recherche aussi, ce sont des offres de recherche. Dire que nous, au niveau de la recherche, voici ce qu'on peut faire. Si vous avez besoin peut-être d'un boulon pour mettre en activité peut-être une machine qui sert surtout en Côte d'Ivoire, c'est la ticket, qui sert à la fabrication de la ticket. Nous, en Côte d'Ivoire, on peut le faire, la recherche peut le faire. Donc, il faut se référer à notre compendium qu'on essaie de mettre en place maintenant, à notre compendium pour voir un peu à quoi servira les résultats de nos recherches, de nos États, qui vont permettre vraiment le développement, parce que les cerveaux en Afrique, il y en a. Quand on va à l'extérieur, on leur donne ce qu'on a, ce qu'on sait faire, et ça permet de développer encore une autre nation qui est différente de la nôtre. Donc il faudrait qu'on maintienne maintenant, nous, nos cerveaux, qu'on maintienne vraiment toutes ces intelligences-là, et que l'Afrique puisse se développer. Et maintenant, cette plateforme dont je parle virtuelle, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il faut y penser pour tous les pays africains, voir un peu au niveau de chaque pays, qu'est-ce qui se développe, qu'est-ce qu'on a comme innovation, qu'est-ce qu'on a comme résultat de recherche qui puisse impacter la communauté, qui puisse améliorer vraiment les conditions de vie, parce que la recherche, c'est ça qu'on dit, la recherche, c'est le moteur du développement. C'est vraiment à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut trouver d'innovant qui puisse améliorer les conditions de vie de toutes nos communautés. Donc il faut travailler dans ce sens. Je pense que comme ça, on pourra un peu booster le développement de l'Afrique, et puis améliorer nos conditions de vie qui sont encore précaires, entre griffes. Mais bon, on essaie de sortir en trouvant des solutions innovantes. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci beaucoup. En effet, il y a beaucoup d'intelligence en Afrique. On sait faire beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on devrait apprendre à faire au lieu d'importer, par exemple. Beaucoup de pays comme la Chine ont appris très tôt qu'il valait mieux apprendre à faire de la technologie, de la construire, plutôt que d'importer directement. Donc le transfert technologique, il a cet avantage qu'à terme, il conduit à un développement durable et à la souveraineté des États, évidemment, et leur indépendance par rapport aux pays plus développés. On a, je crois, la personne idéale pour parler de ce sujet-là. Monsieur Li, vous êtes non seulement l'idéal de par vos origines chinoises, mais également parce que vous défendez un paradigme qui est de vision globale, de rapprochement de l'Est et de l'Ouest, West meets East. Pouvez-vous nous l'expliquer de manière très synthétique, s'il vous plaît? Assalamu alaikum. And thanks for the invitation by Tunisian African Business Council. And I feel very privileged to be here and for this conference. And it is my great honor to say a few words. But my key words I want to carry is the rise of Africa. Integration between intrinsic social innovation and international technology transfer. With the world gradually moving to the post-COVID-19 era, it will be the
Africa's turn and opportunity. It's time for us to call the world's attention to the socio-economic development of the African nations. With unbalanced economic development, and Africa should call upon itself to benefit from intrinsic social innovation and new opportunities emerging from the pandemic, including the international technology transfer. It is important to understand that the rise of a nation or national economy depends on both internal and external factors. No doubt, international technology transfer, through which advanced technology, equipment, and investment can be brought in. However, the internal factor, the intrinsic social innovation, and soft capacity building even played a more important role in building a sustainable economy and society. Now I hear from the Minister on the higher education, the ambitious vision and strategy for build the global higher education, develop global higher education in Tunisia. And of course, the other colleagues from Africa. But this is really the preparation for the rise of Africa. And I would, in my very short remarks, and just very briefly, to explain the relationship between intrinsic social innovation and international technology transfer. And also I would like to cover the innovative model and which for the development of the future's talent in Africa. So I want to say first what I want to say, my personal connection with African continents. 40 years ago, in 1983, I worked in Libya as a young associate project manager in CSCC, China State Construction Engineering Corporation. At that time, I feel quite excited and with dreams. And that was my first time going abroad. And this enabled me and to work and travel in many countries in Africa and to understand Africa. So it enabled me to go to Guinea. I'm sure we have friends, and Guinea-Bissau. We had an excellent discussion with colleagues from Guinea-Bissau, Mali, Senegal, Morocco, and South Africa. Many visits and to the African continent always let me feel that I have very much attached to Africa, and I have a passion for Africa. 40 years ago, 40 years flies, 40 years passed, and the world has tremendous change. However, as an academic based in the UK, I have profound research on international technology transfer and innovation in China and Africa. So which seems for me naturally to have a comparison. I have many discussions with colleagues and friends to share how China did it. And so it's natural for me because the connection with Africa and with China. There are similarities such as the splendid history and the long culture, a long history, the large population. For example, China has 1.4 billion, here we have 1.2 billion. The land area here we have bigger than that of China. But both we have rich, here in Africa we have rich resources. But 40 years later, however, China today is the world's second largest economy. But we are, 40 years ago I was here, and I was noticed that it is only 1 day and a half, I cannot say much. But I feel the momentum and the excitement for the development in Tunisia and in Africa.
The second point I want to say is the strategic choice for Africa, integrating intrinsic social innovation and international technology transfer. African countries have rich resources, and I know in particularly and on the tourism, and I know by 2055, the African continent, 15 to 24 years old, are expected to become more than double the 2015 total 226 million, which are the driving force for the rise of Africa. 30 years ago in the 80s, so I worked, as I mentioned, and at that time I didn't notice a big difference, but today, and there is a difference. The intrinsic innovation so belong to the intrinsic nature of originating and included wholly within an institution. So what has enabled China in doing so? So China embracing innovation, which is known as the intrinsic social innovation, is a strategic model and a new paradigm of wise who are seeking common ground and sharing resources. And I hear the minister say with a win-win solution. It's a social innovation. It refers to a novel and innovative solution to a complicated social problems. The solution is more distinctive, effective, and efficient, and better and sustainable than existing approach. At the same time, it creates value for the benefit of the society as a whole. The essential elements are regarded as the 4 pillars of embracing innovation theory. So I have a book, I have over 40 papers, and published in Chinese and English. The 4 pillars are, number 1, embracing contradiction, which I feel is political system, political wisdom, hiding with the time. So we are during the pandemic and will be in the post-COVID-19 era, seeking common ground while maintaining difference. And number 4 is creating harmony and tolerance. These are 4 pillars. These are support and complement with each other. Now, in terms of international technology transfer, also as mentioned, is one of the important factors. Now, we have successfully launched the center in early of this year, Center for International Technology Transfer in Africa, in a few countries in Africa. We will continue. We want to work with friends, academics, leaders, and in this area, and enable the sustainable development of the society. So one point that what the moderator wanted me to talk is on the new model of the higher education. Now, what I want to mention, besides the integration between intrinsic social innovation and international technology, also is important, is the education innovation. I hear from colleagues about ambitions and strategy in the higher education and for the rise of Africa. The innovation model in the global education in Africa for the development of tomorrow's young talent. Elite Innovation College, Cambridge, I am leading, is a British education institution, and that provides undergraduates, postgraduates, research program, executive education, workshops, conference, seminars, and in various subjects with our co-branded partner, locally, international, globally. In the UK, Asia, Africa,
North Africa and Middle East. Now, a colleague may ask me, what is elite? Elite is learning of innovation, technology, entrepreneurship, and global leadership. And that is the world needed today in the pandemic and in the post-COVID-19 era. Our strength lies in our innovation and entrepreneurial spirit, and it has underpins a holistic education framework and a unique pedagogy with online capacity to create a focused and flexible learning for our learners, an offline delivery center around the world to enable learners and to have knowledge, to have not only the explicit knowledge, but also the tacit knowledge. So we look forward to work with friends and colleagues in Africa through our research and innovation of the Center of International Technology Transfer in Africa. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, Mr. Liu. On reviendra probablement à parler du transfert technologique et de l'innovation, des sujets extrêmement importants. Si on a le temps, malheureusement, je ne sais pas si on va avoir le temps. Je voulais parler d'autre chose. Je voulais parler de l'inadéquation parfois qu'il y a entre les besoins de l'économie des pays africains et les compétences qui sont développées, c'est-à-dire l'offre de formation. Dans certains secteurs connaissent un manque de compétences. On a entendu par exemple M. Bali ce matin se plaindre du manque de personnel qualifié dans le domaine du tourisme. Il en est de même dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et des sciences, malheureusement, alors même que nous avons d'excellents scientifiques. Alors que dans d'autres secteurs, il y a des diplômés qui ne trouvent pas de travail après leur diplôme. Est-ce que les nouveaux établissements d'enseignement supérieur tiennent compte de ce décalage et tiennent compte du coup de la demande en termes de compétences de la part des entreprises? Est-ce que monsieur peut-être Niang peut nous parler de l'expérience sénégalaise? Et je donnerai peut-être la parole aussi à Madame Rajmi pour parler de l'expérience tunisienne en ce domaine. Merci beaucoup Myriam. Je voudrais vous remercier d'abord de nous avoir invités. Et c'est un réel plaisir d'avoir fait ce déplacement. Plaisir partagé. Un honneur aussi de partager ce panel avec son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur et de lui transmettre les salutations de notre ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Cheikh Oumar Anne. Évidemment, la question de l'offre et de l'adéquation formation-emploi me semble être au cœur des défis. Vous avez déjà campé dans votre introduction la problématique de la massification. Nous savons tous que nous avons un très grand problème, n'est-ce pas, une croissance accélérée de nos effectifs au niveau des universités africaines. Cette croissance était inattendue ou peut-être nous n'avions pas fait attention. C'est vrai que nous attendons d'ici 2050 le quart de la population mondiale, sauf erreur de ma part, sera africaine. Et on parle de 60%, d'autres 90%, d'autres 70%. En tout cas, nous avons des défis de formation et de massification. Mais cette jeunesse qui constitue un capital humain ne pourrait l'être que si cette jeunesse est bien formée et formée dans des besoins qui correspondent aux besoins de nos économies. Et nous avons constaté, évidemment, que l'économie africaine, les universités africaines anciennes, en tout cas, il y a quelques années, étaient en décalage avec réellement les besoins du marché du travail par rapport aux offres de formation, parce que c'était essentiellement orienté vers des formations littéraires, théoriques, de droit, en tout cas des formations post-bac, post-universitaires, qui à la limite, je ne dirais pas que ce n'est pas important, mais vu la croissance de nos économies et les besoins de notre économie, il nous fallait en tout cas réorienter cette offre pour que ce soit adapté à nos besoins réels. Le ministère de l'Enseignement supérieur sénégalais a fait des efforts dans ce sens avec la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur qui s'est tenue en 2013. Cette concertation, j'ai eu l'honneur d'y avoir participé en tant que membre du comité.
Et nous avions jugé que le plus urgent, au-delà de réorienter l'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les métiers de l'ingénieur et les mathématiques, qui sont essentiels. Parce qu'aujourd'hui, pour développer nos pays, nous devons certes conserver quelques filières littéraires et théoriques, mais nous devons accentuer notre offre vers l'innovation, vers les sciences, la technologie et évidemment tout ce qui est virtuel. Ce sont les axes porteurs du développement. Dans ce sens-là, donc, une politique hardie a été menée pour à la fois intéresser le secteur privé de l'enseignement supérieur, qui était fondamentalement orienté vers le professionnel au niveau du Sénégal et qui doit l'être certainement au niveau des autres pays africains, mais aussi en association avec les universités publiques pour développer au sein des universités de la formation professionnelle, surtout au niveau bac plus 2, ce qui n'est pas mauvais parce que les besoins et la demande de formation est très importante là-bas. Et le réseau des ISEP, j'ai entendu le ministre en parler tout de suite, a été développé, qui sont les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, qui forment dans des métiers à court terme, dont nos entreprises, des fois, ont fortement besoin pour développer des métiers de croissance, tels que ce qu'on a vu ce matin avec le tourisme, l'agriculture, le BTP, tous ces métiers-là. Nous avons senti, en tout cas, nous de la génération ancienne, nous avons vu que notre formation était très théorique, permettait certainement de faire des études longues, mais ne permettait pas de faire des métiers. Donc aujourd'hui, l'axe principal est de faire en sorte que dans tous les pays africains et au plus profond de nos régions et provinces, nous devons installer des instituts d'enseignement supérieur privés et publics qui travailleront en bonne collaboration pour pouvoir, n'est-ce pas, former les jeunes dont notre économie a besoin pour endosser son développement. L'innovation aussi me paraît être un secteur très important. Et j'ai été très heureux de savoir que dans les ministères aujourd'hui, avant l'innovation, il y avait un ministère à part. Aujourd'hui, nous avons vu que dans la plupart en tout cas au niveau du Sénégal, l'innovation est intégrée au sein de la recherche scientifique. L'innovation sera le moteur de notre développement, et surtout dans les domaines des TIC. Nous avons tous que l'Afrique a une jeunesse, mais une jeunesse très connectée aujourd'hui. C'est très rare de ne pas voir un jeune Africain avec un smartphone qui maîtrise beaucoup de choses. Mais il faudrait qu'on les oriente davantage à pouvoir être plus innovants et à les encadrer avec des start-up, avec beaucoup de choses pour les permettre de pouvoir participer à l'effort de développement. Donc oui, l'offre de formation est un grand défi pour lequel, au-delà du défi de l'accès, sur lequel les États se sont concentrés le plus souvent, parce que l'accès était un grand problème, et l'accès consistait pour nos États en général à construire des universités, à élargir la carte universitaire, mais le plus important, au-delà de l'accès, c'est de se concentrer aussi sur l'offre qui doit être orientée, comme je l'ai dit tantôt, vers les sciences, la technologie et le domaine de l'innovation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Tout cela nécessite un financement énorme, parce que le financement de la formation est un autre gros problème, certainement que sera abordé dans d'autres points sur lesquels je ne voudrais pas avancer, mais cela nécessite en tout cas une grande participation et des ménages et de l'État, mais surtout des chefs d'entreprise qui sont ici, pour permettre cette formation. Donc, pour rester toujours dans le cadre de la formation et de l'offre, cette formation ne pourrait se faire sans vous. Parce que le plus gros problème de l'offre, ce n'est pas la définition des curricula, que nous savons tous bien faire. Mais le gros du problème, c'est comment faire la corrélation entreprise-école. Et pour cela, il faudrait de l'alternance. Mais l'alternance n'est pas suffisamment bien définie au sein des textes juridiques de nos pays. Cela certainement commence à se faire. Mais il faudrait que les entreprises aussi participent à l'élaboration des curricula, à la formation de nos jeunes, mais aussi à leur permettant de faire des stages pratiques pour ouvrir le porte. Sans cela, il ne peut pas y avoir de formation professionnelle telle qu'on le dit. Là aussi, c'est un autre problème. Les entreprises aussi devraient contribuer davantage et à l'équipement, et au financement, et à l'investissement au sein des institutions d'enseignement supérieur qui sont prêtes, en tout cas, à pouvoir travailler avec vous pour que l'Afrique puisse enfin disposer des ressources humaines nécessaires pour endosser son développement, ce développement-là qui passerait nécessairement par, au-delà de l'enseignement supérieur et de la recherche qui constitue le socle, la formation professionnelle aussi me semble être quelque chose de très très important qu'il nous faudra développer. Mariam, je ne sais pas si vous voulez que j'aborde la question du financement ou bien je m'arrête là. Non, on va l'aborder plus tard.
D'accord. On va donner. Merci d'avoir parlé de la formation professionnelle aussi, ô combien importante. Bien sûr, il faut rester pragmatique. Tout n'est pas dans la recherche, mais la recherche, il faut qu'elle s'approche aussi de l'utilité, et il faut que la recherche soit utile. Vous l'aviez tous les deux énoncé. Madame Ajmi, je vous donne la parole. Vous pouvez nous parler du positionnement de la Tunisie dans les offres de formation, peut-être en Afrique, et son déploiement. Merci Mariam, merci donc TAPC et le Salon FIDA pour cette invitation. Pour répondre à cette question, moi je pense il y a un aspect qui n'a pas été abordé pour l'éducation, qui est la globalisation des systèmes d'éducation. Aujourd'hui, on a globalisé le business, si je peux dire, l'entreprise, mais par contre, les systèmes d'éducation sont restés traités avec des régulations très spécifiques à chaque pays. Du coup, donc, on se retrouve, on a besoin de ressources dans des secteurs vitaux tels que la santé, tels que l'agriculture, l'IT. Aujourd'hui, on voit la demande et le besoin qui est phénoménal, et partout dans le monde, dans tous les pays, en ingénieurs informaticiens pour supporter cette transformation digitale que tout le monde est en train de réclamer. Donc aujourd'hui, moi je pense, pour pouvoir peut-être traiter cette demande en ressources qui est en adéquation avec le marché de l'emploi, on devrait peut-être d'un côté se pencher sur l'harmonisation de la régulation au niveau des pays, mais également, moi je pense, ce serait bénéfique et très intelligent de la part du continent, de tous les pays africains, de travailler ensemble pour capitaliser sur l'avancée par pays, consolider les acquis par pays. Par exemple, en Tunisie, nous avons une avance dans certaines disciplines, certains domaines, certaines spécialités, mais également il y a d'autres pays aujourd'hui, comme le Sénégal, comme l'Afrique du Sud, comme le Kenya. Il y a beaucoup de pays qui ont, je dirais, des spécialités, des disciplines, là où ils ont une certaine avancée. Donc en Tunisie, par exemple, le domaine de l'ingénierie, le domaine de la santé, sont deux domaines sur lesquels nous avons beaucoup investi, et nous avons aujourd'hui des ingénieurs hautement qualifiés. Nous avons un personnel, je dirais, médical hautement, je dirais, compétent. Ils sont d'ailleurs en train de partir en grand nombre donc vers les pays européens, mais la demande est liée même dans les pays africains. Aujourd'hui, il faut absolument peut-être qu'on pense à créer, comme a dit Monsieur le ministre, des hubs, des centres d'excellence dans certains pays où ces centres-là, ces pays-là, ils vont être amenés à travailler plus étroitement sur le marché de l'emploi mondial, global, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de marché d'emploi par pays, donc c'est un marché global, et d'ailleurs, les universités devraient considérer donc, le marché d'emploi mondial lorsqu'ils mettent en place les curriculums ou le contenu de la formation qu'ils offrent aux étudiants, parce que leurs diplômés, ils vont certainement être un peu partout dans le monde. Je rentre, hier j'étais en Allemagne et je peux vous confirmer qu'aujourd'hui c'est un pays qui est, je dirais, en demande imminente d'un nombre phénoménal d'ingénieurs IT et d'infirmiers. Et je pense que si tout le continent africain travaille sur la demande de ce pays-là, rien que ce pays-là, ce besoin-là,
pour les infirmiers et pour les ingénieurs IT, ça va faire, je dirais, travailler toute la jeunesse africaine d'ici là, et ça va permettre donc de créer des, comme j'ai dit, des centres de compétences. Et quand on parle de centres de compétences, ça veut dire qu'il va y avoir un développement donc de l'équipe professorale, donc de l'offre de l'enseignement. Ça veut dire qu'il va y avoir derrière un développement donc de la recherche. Le sujet qui nous intéresse, et je rejoins Monsieur le Ministre, si on a aujourd'hui une option qui pourrait aider le continent à se développer davantage, c'est vraiment l'investissement dans la recherche et l'innovation. Donc aujourd'hui, le fait de consolider les efforts et de travailler ensemble pour créer des centres d'excellence un peu partout, je la vois comme une solution qui pourrait nous épargner beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour développer le continent et les compétences du continent qui vont être responsables de mettre en exécution les plans de développement définis pour la croissance de nos pays. Voilà. Merci beaucoup, merci. En effet, donc l'investissement dans l'innovation, dans l'excellence, dans les pôles d'excellence demande énormément de capitaux. Et je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que les budgets des États africains ne vont pas servir devant l'ampleur des capitaux nécessaires. Aux États-Unis, si on regarde les pôles d'excellence, les universités américaines sont financées par des fonds privés. Beaucoup d'endowments, comme ils disent, les donations. J'ai relevé par exemple le chiffre pour Harvard, pour aller dans l'excellence. L'année dernière, le budget était de 53 milliards de dollars. Pour donner un ordre de grandeur, c'est quasiment un tiers de plus que le PIB national, le PIB en Tunisie. Je ne dis pas ça pour nous casser le moral à tous, mais au contraire pour dire combien on peut faire avec beaucoup moins de budget quelque chose d'excellent, puisqu'on arrive à former de très bons universitaires, de très bons chercheurs dans tous les domaines, avec beaucoup moins de budget qu'aux États-Unis. Mais pour rester donc positif, il faut remarquer que les investisseurs privés s'intéressent de plus en plus aux universités et à la recherche en Afrique. Et Monsieur Kazadi, je vais vous demander quel est votre avis sur le modèle de financement peut-être idéal ou presque du système et du développement du système africain de formation professionnelle et de formation universitaire. Merci beaucoup Myriam pour la parole. Je tiens à remercier la TABC pour m'avoir associé à ces panels dont l'enjeu est très très fort et très passionnant. Tout d'abord, quand on parle du capital humain, derrière cette idée, mais l'ambition est de faire de l'investissement dans l'humain. Et l'investissement dans l'humain qui doit être fait par chaque pays doit être fait en choisissant, en suivant la vision et la stratégie qui a été définie par chaque pays. Alors, en posant la question sur les financements aujourd'hui, il n'y a pas un financement qui est prépondérant qu'un autre. Donc, le financement, que ce soit public et privé, aujourd'hui, ça va de pair. Mais je commencerai par les financements publics. Les financements publics, en fait, c'est celui qui est en mesure de mettre un cadre ou développer de projets, développer des politiques qui vont en fait rassurer que les fonds privés puissent venir en appui ou pallier en fait des situations financières ou organisationnelles que l'État ne peut pas faire. Toujours encore dans la responsabilité de l'État, dans plusieurs pays africains que j'ai pu visiter, vous allez voir qu'il y a 10 ans, 20 ans, ces pays-là n'avaient pas le même taux de démographie. Alors, aujourd'hui, 10 ans, 20 ans, vous avez par exemple pour la ville de Kinshasa, vous avez 13 millions d'habitants,
mais la stratégie de l'éducation n'a pas été revue, n'a pas été révisitée. Ce qui fait que les fonds publics qui ont été alloués pour la recherche, par exemple, est demeuré le même, alors que les enjeux et la démographie est en train d'accélérer. Et c'est ce qui fait que l'État est en arrière par rapport à sa propre stratégie d'éducation. Et quand l'État lui-même ne prend pas cette question au cœur de sa stratégie et de sa mise dans le renouvellement de sa vision, c'est très difficile pour le secteur privé que nous sommes pour venir en appui de la stratégie qui n'est pas mise à jour. Alors, je voulais justement prendre un exemple parce que moi je suis dans le secteur privé. Vous trouverez par exemple en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, Orange a construit un très bon projet, il a mis en place un très bon projet qu'on appelait Orange Fab Lab. Mais ces projets, quel que soit l'impact qu'il a pu produire après, mais ces projets ne pouvaient pas donner l'impact parce que la stratégie en amont qui a été définie par les gouvernements, l'écosystème qui a été mis en place ne pouvait pas permettre à ce qu'il y ait l'impact sur l'appui du privé. Donc, il est de la responsabilité pour moi que ceux qui sont appelés à la destination de tous nos pays africains puissent de façon urgente redéfinir la vision et la stratégie de l'éducation, parce que cette vision qui n'a pas été définie pendant plusieurs années n'est pas aujourd'hui adéquate par rapport à la nouvelle dynamique mondiale. Je vous donne un exemple simple. Pendant 2 ans de Covid, moi qui est dans le secteur télécom, nous avons beaucoup travaillé à la maison. Et même à ce niveau de responsabilité, vous aviez trouvé des directeurs et de managers qui ne pouvaient pas participer dans des réunions en ligne parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre l'enjeu qui se trouvait derrière. Donc, pour moi aujourd'hui, la stratégie de tous nos gouvernements devrait être redéfinie et le budget devrait être alloué suffisamment par rapport à la stratégie. Je voulais justement vous donner un exemple, mais il ne faut pas interpréter mes propos. Aujourd'hui, dans tous les pays africains, on donne une certaine importance dans ce qui est élection. Il est vrai que les élections, ça fait partie de notre vie citoyenne et ça nous permet de pouvoir changer de politique et de vision. Mais si on pouvait aujourd'hui considérer, ou en tout cas donner de l'importance qu'on donne aujourd'hui au processus électoral, au système d'éducation qui sont les nôtres et qui fondent tout un État, aujourd'hui l'Afrique serait très loin parce que les compétences existent, les énergies sont là, mais la stratégie ne suit pas. Tout à l'heure, j'étais en train de suivre le ministre qui a énuméré un point qui a attiré mon attention. Le ministre a dit qu'ils ont, depuis le président Bourguiba jusqu'à aujourd'hui, ils ont mis l'accent sur l'éducation. Et donc, on peut dire que la Tunisie d'aujourd'hui, c'est le produit de ce qui a été fait dans les années qui sont passées. Pourquoi? Parce que l'État avait mis du sérieux et la stratégie et sa vision a été définie. Est-ce qu'aujourd'hui, cette stratégie est restée la même ou cette stratégie est en train d'être mise en jour par rapport aux enjeux à venir? C'est toute la question qu'il faut se poser. En arrivant au fonds public, vous avez par exemple dans 2 pays développés, les États-Unis, on a cité tout à l'heure, les fonds publics, ils viennent justement en appui d'un fonds de l'État qui existe, d'une politique qui existe déjà pour pouvoir pallier aux insuffisances financières et organisationnelles. Donc, si la stratégie et la vision et l'histoire du pays n'est pas définie par l'État, qui est quand même responsable de définir la feuille des routes, n'est pas mise en place et n'est pas mise à jour à chaque fois qu'on avance et à chaque fois qu'il y a un enjeu majeur, il sera très difficile pour que le public puisse investir là-dedans. Et même s'ils investissaient, l'impact que ça devrait être fait quand les gouvernements qui est en charge de diriger la cité et de définir les politiques devraient mettre en place, et n'est pas la même
que l'investissement que les privés peuvent faire. Donc, pour moi aujourd'hui, l'investissement ou le financement de l'éducation doit aller dans un partenariat public-privé, mais dont l'État a une responsabilité majeure dans la définition des politiques, dans la mise en œuvre des politiques et dans un écosystème qui sécurise et qui permet à ce que le secteur privé que nous sommes vienne en appui aux politiques, à la vision, à la stratégie, à la route qui est définie par l'État, qui doit et qui est obligé de conduire le pays vers une émergence. Alors, sur un autre point, tout à l'heure on a parlé de compétences. Vous savez, moi j'ai fait mes études à l'étranger et nous étions plusieurs Congolais qui ont fait des études à l'étranger. Et moi je choisis de rentrer dans mon pays. Aujourd'hui, je suis au cœur, en tout cas je participe dans un écosystème qui est les nôtres. Mais il faut reconnaître que l'écosystème africain n'est pas facile. Alors, quand l'écosystème n'est pas créé par l'État, il n'est pas facilité par l'État et que l'État n'y regarde même pas dans cet écosystème, alors comment voudriez-vous que la main-d'œuvre qui est compétente, la main-d'œuvre qui est là, puisse revenir dans un État où on n'a pas mis un écosystème qui favoriserait tout le monde de se battre avec toutes les chances pour pouvoir émerger dans une Afrique qui appelle tout le monde à l'action. Donc, il est important aujourd'hui, si on ne veut pas que nos capitaux ou nos compétences restent ailleurs, et que l'environnement et que la stratégie d'abord dans le pays et que l'écosystème soit créé, et cela vont sécuriser en même temps le financement privé, mais en même temps, ils vont permettre à ce que les compétences qui sont ailleurs puissent rentrer au pays, et à ce moment-là, ils pourront contribuer au développement du pays. Donc, je voudrais m'arrêter là pour l'instant et puis voir s'il y aura des questions pour pouvoir continuer. Je vous remercie, Myriam. Merci beaucoup. Merci Laurent pour cette belle intervention. Si je résume bien à peu près toutes les interventions jusque-là, on a insisté sur le fait qu'effectivement en Afrique, il y a énormément de compétences, il y a du potentiel extraordinaire en termes de matières grises, en termes de formation. Améliorer la recherche, l'innovation, avoir des politiques, évidemment la réussite dans ce genre de domaine est une politique à long terme, on voit la réussite au bout de plusieurs années, ça ne vient pas tout de suite en effet, donc il faut que les politiques soient toujours vigilants pour améliorer ces domaines-là et les encourager. Le financement, évidemment. Comment est-ce que aussi, pour retenir nos compétences africaines en Afrique, il faut créer un écosystème qui soit adéquat, qui donne envie de travailler pour les pays africains, soit directement en restant en Afrique, soit même de l'extérieur. On en a parlé avec Monsieur le ministre tout à l'heure, on peut tout à fait aider son pays d'origine en étant de l'extérieur. Et parfois, on peut même être plus aidant de l'extérieur qu'en restant dans le pays. Donc ce n'est pas uniquement une histoire de partir, mais c'est une histoire de être déconnecté, c'est-à-dire ne plus avoir de lien avec le pays d'origine et ne plus faire d'efforts pour améliorer au développement du pays. J'aimerais qu'on finisse avec un témoignage de mon cher professeur, Monsieur Halara, qui a fondé une université privée tunisienne qui s'est déployée en Afrique. J'aimerais qu'il nous raconte un peu son histoire pour qu'elle serve d'exemple. Merci Myriam. Bon, avec beaucoup d'humilité, bonjour tout le monde, avec beaucoup d'humilité parce que ce n'est pas une référence, hein, c'est simplement un témoignage, et un témoignage aussi simple qu'il soit. Mais ce témoignage, c'est pour dire qu'au fait, il a répondu à un certain nombre de principes, hein, et que ces principes, ce sont eux qui ont guidé cette expérience. En premier lieu, au fait, cette expérience repose sur un leitmotiv. C'est réponse aux besoins, tout simplement. Que ce soit des besoins en termes de formation, des besoins en termes de recherche,
des besoins en termes d'employabilité, quel que soit le pays. Donc, notre leitmotiv, c'est réponse aux besoins. Est-ce qu'en Tunisie, on a les moyens pour le faire? Est-ce qu'en Tunisie, est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Du moins, dans l'expérience que j'ai vécue, oui, la réponse, elle est oui. Cette réponse, elle a été aussi facilitée par 3 points qui ont été menés parallèlement. Le premier point, c'est l'environnement. Et quand je dis l'environnement, tout le monde, toutes les interventions étaient d'accord pour dire que nous avons les compétences nécessaires en termes d'enseignants, en termes d'enseignement, et M. le ministre l'a si bien dit, et ça fait partie, bien sûr, de tout un historique dans notre cursus universitaire, les investissements, les investissements de notre pays dans ce domaine depuis, bien sûr, beaucoup d'années. Donc, notre environnement, c'est un environnement dynamique, du moins dans la formation et l'enseignement. C'est un environnement dynamique, un environnement innovant, un environnement qui a toujours été là pour essayer de répondre à cela. C'est pour cette raison que, dans un premier temps, la relation qui a été faite par l'institut que j'ai fondé et l'Afrique subsaharienne, les pays de l'Afrique subsaharienne, elle date depuis 25 ans. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Et la première étape, c'était quoi? C'était de faire en sorte, en répondant à ces besoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire en sorte à ce que les étudiants viennent chez nous en Tunisie. Nous avons l'environnement, comme je l'ai dit, pour répondre à ces besoins-là, pour assurer leur formation, pour, bien entendu, apporter, contribuer à, bien entendu, formation de ces jeunes qui sont dans différents pays de l'Afrique subsaharienne. Et notre Tunisie, notre pays, d'une façon générale, mais les expériences privées que nous avons vécues, et que j'ai vécues moi-même aussi, on est un témoin. Hein, et donc c'est pour ça que j'en témoigne. Le deuxième point, c'est de dire que ce que nous véhiculons, c'est un modèle. Monsieur le ministre, il est ici là pour témoigner aussi. Nous avons un modèle. Il faut le dire. Moi, je pense, j'y crois forcément. Nous avons un modèle qui est différent des autres modèles. Du moins dans le privé. Il y a un modèle. Et l'État, le ministère de tutelle, est là pour garantir, pour apporter bien entendu, ce sérieux, ce label. Il a tout fait, à mon avis, pour que les institutions privées puissent arriver à, bien sûr, entre parenthèses, se vendre et contribuer et développer des relations, des partenariats avec des universités et des écoles subsahariennes. C'est ce qui a facilité aussi cela. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, nous avons notre modèle ici, c'est l'homologation de nos diplômes. Et ça, c'est sûr. C'est intéressant qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs. Et du moins pas de la même façon. Et ça, c'est un gage de qualité que nous avons. C'est un gage de qualité que nous avons. Et, à mon sens, il faut profiter de cela pour qu'on puisse, bien entendu, développer des partenariats, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le troisième point, concernant le financement, mais au fait, c'est parce que les besoins changent. Les besoins sont en train d'évoluer. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a une dynamique. Et puisque les besoins sont en train d'évoluer, tant en termes de formation, qu'en termes de métier, qu'en termes de réponse à l'environnement, nous aussi, on est en train de changer. Et nous avons, les différents intervenants ont parlé de compétences, ont parlé d'ingénierie, ont parlé de santé, etc. Mais je pense que nous avons eu la possibilité de répondre très rapidement à des nouveaux besoins en termes d'intelligence artificielle, en termes, bien entendu, de formation en termes de santé, de biotechnologie, en termes, bien entendu, de spatial, en termes, etc., etc. Et ça, ce sont autant de points qu'on doit mettre en avant, en tout cas dans l'institution que je présente aujourd'hui, on doit mettre en avant pour dire, bon voilà, ça c'est un témoignage qu'on peut apporter et qu'on peut, bien entendu, mettre à la disposition de tous les étudiants et tous les jeunes des pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, bien entendu, avec tout besoin qui change, il y a le problème ou la problématique du financement.
à mon avis, la problématique du financement ne se pose pas. À partir du moment où on appelle de tous les moyens, par tous les moyens, à toutes les occasions, à des partenariats publics-privés, à des partenariats avec les entreprises, des partenariats avec les organisations et bien entendu les organismes internationaux. Moi, je pense que cette problématique ne se pose plus. Il suffit de développer des produits, entre guillemets, avec le privé, l'entreprise, l'industrie, etc. Et ça a été le cas pour notre cas. Ça a été le cas en développant des diplômes de co-construits avec des industriels qui sont mis à la disposition, pas simplement aux étudiants tunisiens, mais aussi aux étudiants subsahariens. Et ça a été facilité par le législateur, à mon avis, qui a permis de mettre en place ce système-là et qui a permis aussi de développer ça pour le profit de nos étudiants, mais aussi pour le profit des étudiants subsahariens. Je pense qu'on a personnellement, on a tous les moyens et toutes les possibilités, et l'expérience que nous avons vécue n'est qu'un témoignage pour dire qu'on peut recevoir les étudiants ici dans nos institutions, dans notre pays, mais aussi on peut aller là-bas sur place et contribuer autant que faire se peut à des formations par nos compétences et par nos formateurs, mais aussi on peut mettre des joint ventures ou encore des partenariats avec des industriels pour développer aussi des formations, faire des transferts technologiques, et nous avons les moyens pour cela. Merci beaucoup. Merci, Saladin. Donc, en effet, moi, je retiens surtout le partenariat public-privé pour le financement des nouvelles formations en Afrique. Effectivement, ça peut être une solution, c'est une solution très bonne. Je pense par exemple à une solution de succès en France, Airbus, qui finance des laboratoires pour former ses propres salariés, etc. Et donc c'est effectivement win-win. On a encore un tout petit peu de temps. Je voulais peut-être parler de l'avance qu'a la Tunisie par rapport aux autres pays et de l'exemple qu'elle peut donner, peut-être de manière modeste, assez avec humilité. Comment est-ce que la Tunisie peut être un modèle pour le développement des autres pays africains? Madame Rajmi, si vous voulez vous exprimer sur ce sujet. Merci, avec beaucoup d'humilité, exactement, il faut le dire, parce que on a à apprendre aussi de beaucoup de pays aujourd'hui. Mais aujourd'hui, construire l'intelligence biologique a une durée presque qu'on ne peut pas compresser, qu'on ne peut pas réduire. Donc moi, je recommande fortement qu'on pense donc à l'idée de développer le continent avec une vision, je dirais, collective, globale. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc au lieu que chaque pays le fait de son côté, séparément, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble comment le faire et en capitalisant sur les avancées de certains pays comme la Tunisie. Donc aujourd'hui, la Tunisie, par exemple, dans les deux domaines qui sont la formation de l'ingénieur et le domaine de la santé, nous avons une avancée considérable et qu'on pourrait peut-être faire profiter les autres pays donc de cette, on va dire, maîtrise de la formation dans les deux disciplines citées. Et ça va, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les aider à raccourcir le chemin, donc en formant je dirais, les autres pays qui pourraient s'intégrer dans cette démarche collective, pourraient tirer profit en faisant appel aux compétences tunisiennes pour former leurs formateurs, en faisant appel aux ingénieurs tunisiens pour développer des modèles de formation aujourd'hui très innovantes,
qui leur permettrait d'avoir des compétences plus rapidement que de choisir de le faire seul. Également, ça va permettre aujourd'hui de faire de l'Afrique un continent qui peut être une source de talents qui peuvent aller, je dirais, nourrir les marchés de l'emploi dans le monde, en Europe, aux États-Unis, dans les pays du Golfe, ainsi de suite. Parce que aujourd'hui, on parle des problèmes de financement. Moi, ça peut être, je dirais, un modèle qui s'autofinance, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on monnaie ces talents qui sont en train de partir. Moi, je ne recommande pas personnellement de trouver des solutions pour les retenir, parce que c'est difficile. Mais par contre, il faut former plus et il faut monnayer ces talents-là. Aujourd'hui, un pays comme la Tunisie pourrait aller discuter avec la France, avec l'Allemagne, avec d'autres pays, pour dire: vous avez besoin de combien de médecins, de combien d'infirmiers, de combien d'ingénieurs. On est capable de le faire, nous avons les talents, nous avons les gens qui peuvent former, parce que la difficulté, c'est de trouver les enseignants et les bons enseignants. Et la Tunisie, on en a, heureusement pour nous, un bon nombre hautement qualifiés. Et donc, aujourd'hui, c'est facile de négocier avec ces pays-là comment avoir, je dirais, un retour par rapport à ces talents qui partent, et que les États, les gouvernements, je dirais, africains, en l'occurrence le Tunisien, il a investi sur la formation d'un ingénieur, sur la formation d'un médecin, et après ces pays-là les reçoivent, les accueillent et on va dire, les intègrent dans leur plan de développement, sans dépenser beaucoup. Rien du tout, pratiquement. Rien du tout. Et donc, on peut, nous, demander en contrepartie, je dirais, que ce soit de financer des projets pour le développement des nouvelles méthodes d'enseignement, ou de l'ouverture de plus d'universités, ou de financer la recherche et l'innovation au sein de nos universités. Donc il y a aujourd'hui moyen de s'auto-financer avec l'enseignement, je dirais, ou l'éducation d'une manière générale. Et la Tunisie peut, je dirais, être encore en avance sur ce plan-là. Je profite, Monsieur le Ministre, il est parmi nous, donc on pourrait peut-être ensemble, tous les acteurs, travailler dans ce sens-là, et construire de la Tunisie donc un centre d'excellence de la formation des ingénieurs et des professionnels de la santé, d'une manière très générale. Voilà. Merci beaucoup, merci. Une remarque m'est venue à l'esprit. Je disais tout à l'heure que l'Afrique avait été connue longtemps comme étant l'exportateur de la main-d'œuvre non qualifiée. Il est loin ce temps-là. Une émancipation incroyable s'est passée. Nous sommes maintenant connus pour être des exportateurs, effectivement, de grands talents. Et pourquoi pas demander une contrepartie aux pays développés qui profitent de nos jeunes exceptionnels talents, qui sont des développeurs, qui sont des start-upers, qui ajoutent de la valeur à l'économie étrangère et surtout occidentale. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Peut-être les politiques pourraient donner une solution. Je ne l'ai pas pour l'instant, mais c'est une bonne idée. Un mot pour la fin, peut-être, qui aimerait conclure. Monsieur le ministre, si vous voulez ajouter un petit mot pour conclure. Merci beaucoup, merci pour les panélistes, donc pour ces interventions très intéressantes et extrêmement pertinentes. Très rapidement, 2 ou 3 points qui ont été évoqués. Bien sûr, quand on parle de la formation, toujours maintenant, dans les différents pays, il y a un taux de chômage relativement élevé parmi les diplômés du supérieur. Et tout le monde parle de l'adéquation formation-employabilité.
Bien sûr, c'est fondamental, bien sûr, c'est important, mais je crois qu'il va falloir regarder cette question autrement. Je donne quelques exemples. C'est pas parce qu'on a un secteur maintenant où on a un taux de chômage très élevé qu'il faut le supprimer de la formation. Je prends par exemple les sciences humaines, qui sont réellement la colonne vertébrale de la formation de l'être humain. C'est vrai qu'actuellement, il y a des difficultés, mais on ne peut pas, bien sûr, se permettre de dire, parce qu'il y a un chômage, bien sûr, il y a des transformations, des ajustements. C'est ce que nous sommes en train de faire, des compléments de formation, améliorer un peu les curricula, des formations transversales. Donc tout ça, c'est très important. Un autre point qui a été évoqué justement pour améliorer l'employabilité, c'est bien sûr, je ne dirais pas la formation par alternance. Ça, c'est peut-être, j'espère, à l'avenir, pas très lointain. Très proche. Voilà, parce que dans nos pays africains, le tissu industriel, on le connaît. Donc pour avoir cette formation par alternance, bien évidemment, il faut avoir l'environnement nécessaire pour qu'on puisse le faire. Mais il y a la co-construction, nous on l'appelle la co-construction, et donc bien sûr on l'avait démarré depuis quelques années. Donc c'est des formations qui sont montées entre les académiciens, les universitaires et les professionnels, c'est-à-dire les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Ils se mettent à table ensemble et élaborent un programme de formation. Mais sauf que pour le ministère, bien sûr, c'est toujours des fonds compétitifs. Comme j'ai dit, on travaille sous forme plutôt avec un seul objectif, c'est gestion par objectif, bien évidemment. Et bien évidemment, on fait des évaluations selon les standards internationaux et nous avons de très très bons résultats. C'est un témoignage pour dire que la co-construction, vraiment, c'est une expérience très réussie jusqu'à maintenant. Il n'y a pas une raison pour ne pas l'être dans l'avenir. Donc si je veux partager une expérience avec nos amis, bien évidemment, de l'Afrique, c'est l'une des expériences que nous avons bien sûr essayées et nous sommes à votre disposition, bien évidemment, pour vous donner plus d'informations. Troisième, pour le financement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, bien évidemment, l'État, enfin les gouvernements, tout ce que vous voulez, c'est la vision, la stratégie, et ainsi de suite. Mais à mon avis, quand il y a un problème, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est-à-dire, il ne faut pas se mettre toujours en face et dire la défaillance vient de ce côté, de ce côté, de ce côté. Je crois qu'il va falloir commencer par soi et puis, bien évidemment, faire le nécessaire. Donc, c'est le rôle de l'État, il n'y a pas de problème. D'une manière, je suis académicien, je parle pas politique, bien évidemment. C'est le rôle de l'État de fixer la vision, la stratégie, et ainsi de suite. Mais il faut que les acteurs principaux remplissent leur mission aussi. C'est fondamental. Alors, en tout cas pour la Tunisie, puisque je parle financement, donc le financement de la formation, c'est normal, l'État doit jouer son rôle. Comme j'ai dit, c'est son rôle stratégique et il le restera, j'en suis sûr. Mais pour la recherche, à mon avis, un des moyens, pour ne pas dire le moyen le plus proche pour nous, c'est les 3 P, partenariat public-privé. Et nous y travaillons énormément sur ce dossier-là. On a donc notre vision, notre stratégie nous avions identifié bien évidemment pas mal d'actions à faire et là encore, nous avons quelques exemples de réussite aussi. On ne démarre pas de zéro. Nous avons, pour vous dire, et je vais finir avec ce point-là, l'avantage de notre ministère, c'est que c'est un ministère transversal, comme j'ai dit.
Donc nous avons des formations en co-tutelle avec 11 autres ministères. Nos laboratoires et unités de recherche sont en co-tutelle, la majorité, parce qu'on a des secteurs clés, comme l'agriculture, la santé. C'est très très important pour le pays. C'est une expérience qui dure depuis quelques années et elle commence à donner ses fruits en termes de valorisation des résultats de la recherche, qui est notre moyen faible jusqu'à maintenant. J'ai dit en termes de production, on est excellent à l'échelle mondiale, mais en termes de valorisation, donc nous sommes encore pas au niveau recherché. Donc on a ce qu'on appelle les pôles technologiques, qui sont justement en co-tutelle entre notre ministère et le ministère de l'Industrie. Le ministère de l'Industrie, et donc c'est révélateur. Donc justement pour pousser vers ce partenariat public-privé. Et ce sont des pépinières, donc c'est un endroit où on peut avoir les pépinières d'entreprise. On a le statut d'étudiant entrepreneur, c'est-à-dire l'étudiant, je bien dit étudiant, on veut qu'il soit un employeur précoce, entre guillemets. On ne veut pas des étudiants ou des diplômés qui soient demandeurs d'emploi. Nous voulons qu'ils soient une force de création. Et ils sont capables. Merci. Merci beaucoup. Je crois que nous avons terminé. Merci à tous mes speakers. Merci à vous de nous avoir entendus. Vous pouvez poser une question ? Posez une question si vous voulez, allez-y. On a 5 minutes. Voilà, monsieur le ministre, cette question s'adresse à vous et Madame Hajm. Si on forme des cadres pour les exporter comme des produits, ça serait priver la société pratiquement de son rythme cardiaque, de son centre neurologique. Donc, il faut impérativement trouver une solution pour que la fuite de ces cerveaux s'arrête. Il faut un contrat dès le départ, à partir du moment où ils accèdent à l'université, il faut impérativement qu'ils remplissent un contrat, une signature, comme quoi ils sont redevables par rapport au pays d'un service minimum. Ça, c'est une obligation, sinon on va trouver une société sans soins, sans ingénieurs et de plus en plus en retard. Donc ça, c'est une chose impérative. L'autosuffisance, c'est bien, mais l'autosuffisance, il faut qu'elle soit aussi, qu'elle concerne les citoyens et qu'elle concerne la population. Bon, là, je ne fais pas de procès. Au contraire, j'apprécie beaucoup vos interventions et je suis un citoyen assidu. J'ai créé un laboratoire et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'interlocuteur. On a voulu faire une station de méthanisation, la première en Afrique, liée à un incinérateur de traitement des déchets médicaux. Que des oreilles sourdes. Personne ne vous donne la solution pour avoir les autorisations nécessaires pour monter ce projet qui est très important. Voilà. C'est un peu hors sujet. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Le ministre de l'Enseignement est quelqu'un qui a ouvert la brèche vers l'association avec l'industrie. Donc, c'est pas du tout hors sujet. Est-ce que c'est ça, monsieur le ministre, avec tout mon respect ou pas? Merci. Donc, j'ai voulu savoir, effectivement, dans quel sens votre collaboration, votre travail en étroit donne une certaine aide pour les gens qui veulent monter des projets. Moi, je suis médecin, je suis chef de laboratoire et je suis là pour effectivement recruter des docteurs qui sont en chômage et pour ne pas les laisser non seulement dans les arrois, mais être tentés de prendre la fuite pour aller ailleurs. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse, si on a. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour une réponse. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous pouvez dire vraiment 2 mots. Je crois vraiment que de toute façon la question est hors sujet. Et peut-être qu'on pourra en reparler en off ou si vous voulez intervenir, je ne sais pas. De toute façon, je crois que monsieur a un laboratoire à l'étranger. Il me semble. Non, mais au contraire, je veux dire que nous sommes demandeurs de ce genre d'initiative. Peut-être
enfin, je dis peut-être, vous avez tapé sur la mauvaise porte, mais nous sommes disposés, bien évidemment, à discuter de ce genre d'initiative. Au contraire, c'est moi qui ai commencé à parler de ce volet-là. Et bien évidemment, le secteur privé, c'est notre partenaire privilégié. Je veux dire, c'est notre ministère qui forme. Donc, puisque vous m'avez donné la parole, je ne vais pas en abuser, mais un autre point que j'avais oublié de souligner, toujours parce qu'il y a une certaine amalgame pour l'adéquation formation-employabilité. Il ne faut pas oublier le rôle fondamental de l'université. L'université, son rôle fondamental, c'est de former et bien former les gens. Ce n'est pas pour donner des emplois. Donc c'est former, comme on dit, des têtes bien pensantes. C'est former des étudiants, enfin des diplômés pour qu'ils aient les compétences nécessaires pour s'adapter. Mais bien évidemment, l'université doit être à jour tout le temps. L'université, bien sûr, il faut qu'elle soit visionnaire aussi. Et pour finir, justement, puisque j'ai parlé de la formation, par contre, l'université se doit d'assurer une formation de qualité. Ça, c'est fondamental. Et donc, nous avons une instance d'évaluation en Tunisie pour les parcours et nous avons une instance d'évaluation pour la recherche scientifique. On a un projet, donc il est maintenant, j'ai préparé un projet de texte justement pour la création d'une agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation et je pense d'ici quelques semaines, cette instance verra le jour et ça serait vraiment quelque chose de très très important. Et là encore, nous sommes prêts à partager notre expérience dans ce domaine avec nos amis. Voilà. Merci beaucoup. Madame, si tu permets, je réponds rapidement sur le point soulevé par monsieur par rapport à la fuite des cerveaux. Juste, je voulais vous expliquer, monsieur, que la croissance économique de la Tunisie ne pourra jamais absorber le nombre de diplômés. Donc aujourd'hui, nous sommes à plus que 500 000 diplômés chômeurs. Chaque année, l'université diplôme, on va dire, donne 100 000 diplômes, nouveaux diplômes, entre formation professionnelle et formation universitaire. Donc en aucun cas, on va pouvoir absorber ce nombre-là. Et dans ces conditions-là, les jeunes, ils ne vont pas attendre, ils vont partir. Et les offres sont très, très attractives donc en Europe. Donc moi, je me dis, il faut traiter avec beaucoup d'intelligence cette problématique. Au lieu de pleurer où nos cerveaux sont partis, il faut, je dirais, traiter autrement tout d'abord en les préparant pour ce départ, en encadrant et en mettant en place des programmes qui seront discutés entre les gouvernements, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que ce départ soit bien organisé et pour qu'il y ait un retour aussi vers le pays. Donc il faut traiter le sujet avec intelligence au lieu de se dire il faut qu'on fasse quelque chose pour retenir nos talents. Et en étant à l'étranger, ils vont avoir de l'expérience et ils vont pouvoir, je dirais, alimenter leur pays en devise également et éventuellement un retour plus tard avec beaucoup d'expertise pour développer des projets dans leur pays. L'essentiel, c'est qu'ils gardent, comme ça a été dit tout à l'heure, donc la connexion avec leur pays. Un attachement à leur pays, voilà. Je pense en effet qu'on ne peut pas empêcher les jeunes de partir, ce serait revenir à des dictatures qu'on n'a même pas connues. Donc il faut juste encourager un retour ou en effet un attachement. Merci à tous. Cette fois, on a vraiment terminé. Merci.